Imagine deux hommes. Ils ont le même âge. Ils habitent dans la même ville. Ils ont étudié dans la même école, décroché le même diplôme, commencé leur carrière la même année. Le premier a été promu rapidement. Il gagne aujourd'hui 5 000 € par mois. Il a une belle voiture, un appartement spacieux, des vacances 2 fois par an. Sur Instagram, sa vie ressemble à un catalogue. Le second gagne 2 400 € par mois. Un salaire ordinaire, sans éclat. Il habite dans un appartement modeste, prend les transports, mange souvent chez lui. Personne ne publie de photos de sa vie. 10 ans passent. Le premier a exactement ce qu'il avait au départ. 0 en banque, des crédits à rembourser et une boule au ventre le 28 de chaque mois. Son salaire de 5 000 € s'est toujours évaporé avant la fin du mois. Il ne sait pas pourquoi. Il ne sait pas où ça part. L'argent entre, l'argent sort, comme une marée qui n'arrête jamais de refluer. Le second, lui, a bâti quelque chose d'invisible à l'œil nu. Il possède aujourd'hui 2 appartements en location. Il a un portefeuille d'investissement qui lui rapporte chaque mois sans qu'il travaille pour ça. Et un matin, il a réalisé qu'il n'avait plus besoin de son salaire pour vivre. Même point de départ. 2 destins opposés. Et la différence entre ces 2 hommes, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas le salaire. C'est une méthode. 6 étapes précises, dans un ordre précis, que l'un a appliqué et que l'autre a ignoré. Aujourd'hui, je vais te montrer ces 6 étapes. Pas des théories, pas des conseils de coach qui n'ont jamais manqué d'argent. Des étapes concrètes, dans l'ordre exact où elles doivent être appliquées. Et pour te prouver qu'elles fonctionnent même avec un salaire ordinaire, je vais te raconter l'histoire de Thomas. Thomas, 34 ans, salarié dans une entreprise de logistique à Lyon. 2 200 € net par mois. Ni riche, ni pauvre. Juste dans la masse. Juste suffisamment pour vivre et pas suffisamment pour se sentir libre. Il y a 6 ans, Thomas avait 47 € sur son compte le jour avant la paie. Chaque mois, sans exception. Aujourd'hui, il possède un bien immobilier, un portefeuille d'actions qui vaut plus de 60 000 € et une marge mensuelle de liberté qu'il n'aurait jamais cru possible. Voici comment il l'a fait. Étape par étape. Étape 1. Voir la vérité en face. La première étape ne ressemble pas à une étape. Elle ne ressemble pas à un conseil financier. Elle ne ressemble à rien de glamour. Mais c'est la plus importante de toutes. Sans elle, tout le reste s'effondre. Cette étape, c'est simplement voir. Voir la vérité de là où tu en es. Pas la version approximative que tu as dans la tête. Pas le chiffre flou que tu regardes distraitement sur ton application bancaire. La vérité brute, chirurgicale, sans anesthésie. Thomas se souvient exactement du soir où il a décidé de regarder. C'était un mercredi soir de novembre. Il rentrait de sa journée de travail. Il était épuisé. Il a ouvert son frigo et il n'y avait presque rien dedans. Il a commandé une pizza. 30 €. Et en tapant sa carte, il a regardé son solde. 312 €. Le 15 du mois. Il lui restait encore 15 jours à tenir. Il s'est assis à sa table de cuisine et pour la première fois de sa vie d'adulte, il a fait quelque chose de difficile. Il a ouvert ses 3 derniers relevés de compte et il a regardé. Vraiment regardé. Ce qu'il a découvert l'a mis mal à l'aise. Des abonnements qu'il avait oubliés. 2 plateformes de streaming auxquelles il ne regardait plus rien. Une salle de sport qu'il n'avait pas fréquentée depuis 4 mois. Des livraisons de repas presque tous les soirs. Des achats en ligne à minuit qu'il ne se rappelait même plus avoir fait. Il a sorti une feuille de papier et il a additionné tout ça. Le chiffre l'a choqué. Non pas parce qu'il était extravagant, mais parce qu'il était invisible. Ses dépenses ne ressemblaient à rien, une par une. Un repas livré, 16 €. Une commande en ligne, 22 €. Un abonnement, 13 €. Des broutilles. Mais mises bout à bout, mois après mois, elles représentaient plusieurs centaines d'euros qui disparaissaient sans laisser aucune trace, sans aucun souvenir, sans aucune satisfaction. Il dépensait son énergie de vie pour des choses qu'il avait déjà oubliées le lendemain. C'est le piège de notre époque. On a rendu le paiement indolore. Un tapotement de carte, un clic, un visage reconnu par ton téléphone et c'est parti. Ton cerveau ne ressent rien. La douleur de payer a été anesthésiée. Et un client qui ne ressent pas la douleur est un client qui dépense sans s'en rendre compte. Les psychologues l'ont mesuré. Quand tu paies en liquide, tu dépenses en moyenne entre 20 et 30% de moins que quand tu paies par carte. Parce que tu vois l'argent partir. Tu le comptes. Tu le tiens entre tes mains. Et quelque chose dans ton cerveau enregistre la perte. La carte efface tout ça. Alors voilà ce que Thomas a fait ce soir-là et ce que je te demande de faire avant de passer à la suite. Prends tes 3 derniers relevés de compte.
Ouvre-les vraiment, page par page, et classe chaque dépense en 2 colonnes. Colonne gauche, les choses dont tu te souviens. Les dépenses qui t'ont apporté quelque chose, une sortie que tu revois en souriant, un livre que tu as adoré, un repas avec quelqu'un qui compte pour toi. Colonne droite, tout le reste. Les achats que tu as déjà oubliés, les abonnements que tu n'utilises plus, les commandes impulsives du soir. Fais le total de la colonne droite. Ce total, c'est ce que tu brûles. C'est l'argent que tu transformes en fumée chaque mois. Et quand tu verras ce chiffre, quelque chose en toi va changer. Parce qu'on ne peut pas désapprendre ce qu'on a vu. Thomas a regardé ce chiffre longtemps. Puis il a refermé ses relevés, il a pris une feuille vierge et il a écrit en haut « Ça ne peut pas continuer ». C'était la première étape. Voir la vérité. Pas la juger. Pas se flageller. Juste la voir. Parce que rien ne change tant qu'on refuse de regarder. Étape 2. Se payer en premier. La deuxième étape va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Depuis tout petit, on t'a expliqué que l'épargne, c'est ce qui reste. Tu gagnes ton salaire, tu paies tes factures, tu vis ta vie, et si à la fin du mois il reste quelque chose, tu l'épargnes. Cette logique paraît raisonnable. Elle est catastrophique. Parce qu'à la fin du mois, il ne reste jamais rien. Ou presque. Les dépenses, comme un gaz, occupent toujours exactement l'espace qu'on leur laisse. Si ton compte contient 2000 € disponibles, tu trouveras le moyen de dépenser 2000 €. Ton cerveau est câblé pour ça. L'argent disponible ressemble à de l'argent libre, et l'argent libre appelle la dépense. La règle du « se payer en premier » renverse complètement cette logique. Tu ne poses plus la question « qu'est-ce qu'il me reste à épargner ?» Tu te poses une question différente. Quel salaire est-ce que je me verse à moi-même? Parce que toi aussi, tu es une facture. La facture la plus importante de ta vie. Celle de ta liberté future. Et comme toutes les factures importantes, elle doit être payée en premier, pas en dernier. Concrètement, voilà comment Thomas l'a appliqué. Le jour de sa paie, avant même de vérifier le solde, avant même de penser aux courses ou au loyer, il faisait un virement automatique vers un compte séparé, un compte qu'il ne consultait jamais, dont il avait mémorisé le numéro, mais dont il avait supprimé l'accès rapide sur son téléphone. Ce virement, au début, était modeste, 200 €. Pas parce que 200 € allaient le rendre riche, mais parce qu'il avait besoin de prouver quelque chose à son cerveau. Il avait besoin de prouver que c'était possible, que le mois pouvait être tenu avec moins, que la contrainte était viable. Et il a découvert quelque chose d'étrange. Quand il lui restait 2000 € au lieu de 2200, il ne souffrait presque pas. Il s'adaptait. Il cuisine un peu plus souvent. Il réfléchissait avant d'acheter. Il faisait la différence, presque naturellement, entre ce dont il avait besoin et ce qu'il voulait par habitude. Parce que c'est ça, la vérité que personne ne dit. Ce n'est pas notre salaire qui détermine notre niveau de dépense. C'est notre salaire disponible. Et quand on réduit le disponible, les dépenses s'ajustent. Pas parfaitement, pas sans friction, mais elles s'ajustent. Il y a un concept que les économistes appellent l'inflation de style de vie. Chaque fois que tu gagnes plus, tu dépenses plus. Pas parce que tu en as besoin, juste parce que l'argent est là. Une promotion de 200 € produit presque automatiquement 200 € de nouvelles dépenses. Une voiture mieux, un appartement plus grand, des restaurants plus souvent. Le niveau de vie monte en ascenseur et ne redescend plus jamais par les escaliers. C'est le tapis roulant dont tu dois sortir. Se payer en premier, c'est décider que la prochaine augmentation ne va pas dans tes dépenses. Elle va dans ton épargne. Chaque fois que tu gagnes 10 € de plus, 10 € de plus partent automatiquement sur ce compte que tu ne touches pas. Le tapis roulant s'arrête et tu commences enfin à avancer. Combien épargner? La règle de base, testée et approuvée depuis des décennies, c'est 20% de ton revenu net. Mais si 20% te semble impossible, commence à 5%. Vraiment. 5% aujourd'hui valent infiniment plus que 20% le mois prochain qui n'arrive jamais. L'ennemi de l'épargne, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. 100 € chaque mois sans exception construisent plus de richesses que 500 € placés irrégulièrement dans les bons mois. Mets en place ce virement automatique. Aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu auras réglé l'autre chose d'abord. Aujourd'hui. Et traite ce compte comme s'il n'existait pas. Étape 3. Écraser ses dettes toxiques. Thomas avait 8400 € de dettes quand il a commencé. Pas de grosses dettes, des petites. Un crédit à la consommation pour une télévision. Un découvert utilisé comme un compte courant. Un crédit revolving sur sa carte qu'il ne regardait jamais. Ces dettes lui coûtaient chaque mois, sans qu'il le réalise vraiment, l'équivalent de plus de 200 € en intérêt. 200 € par mois que le vent emportait. Sans contrepartie, sans rien en échange.
juste le prix de l'impatience passée. Parce que c'est ce que sont les dettes à la consommation. Elles sont le coût de l'impatience. Tu voulais quelque chose avant de pouvoir te le payer. Tu l'as pris. Et maintenant tu paies des intérêts pour avoir voulu ça plus tôt que ta situation ne le permettait. Il y a des dettes qui construisent et des dettes qui détruisent. Une dette qui achète un bien immobilier qui produit un loyer, c'est une dette qui construit. Elle utilise l'argent de quelqu'un d'autre pour créer de la valeur qui te revient. Une dette qui finance une télévision, des vacances, des vêtements, des restaurants, c'est une dette toxique. Elle emprunte sur ton futur pour financer ton présent. Et en plus, elle te coûte des intérêts. 2 fois perdant. Thomas a appliqué une méthode qui s'appelle la boule de neige. Il a listé toutes ses dettes du plus petit solde au plus grand. Pas du taux d'intérêt le plus élevé au plus bas, comme certains le conseillent. Du plus petit au plus grand. Pourquoi ? Parce que la psychologie compte plus que les mathématiques. Chaque dette éteinte est une victoire. Et les victoires alimentent la motivation. Quand tu rembourses la première dette, même si c'est la plus petite, tu libères quelque chose dans ta tête. Tu te prouves que c'est possible. Tu gagnes de l'élan. Alors il a pris l'argent qu'il épargnait déjà, ses 200 € mensuels, et il les a dirigés vers sa plus petite dette. Il payait les minimums sur tout le reste, et il écrasait l'une après l'autre. 3 mois pour la première, 5 mois pour la deuxième. Et quand la deuxième était éteinte, il prenait l'argent libéré et le redirigeait vers la troisième. La boule de neige roulait, elle grossissait, elle s'accélérait. En moins de 2 ans, les 8 400 € avaient disparu. Et là, Thomas a découvert quelque chose d'extraordinaire. Cet argent qu'il envoyait aux banques chaque mois pour rembourser ses dettes, maintenant, il pouvait le garder. Tout d'un coup, sa capacité d'épargne avait presque doublé sans que son salaire ait bougé d'un centime. Il n'avait pas gagné plus. Il avait arrêté de perdre. C'est souvent ça, le premier vrai levier de richesse, ne pas perdre. Avant même de chercher à gagner plus, arrêter l'hémorragie, colmater les fissures. Et les dettes toxiques sont parmi les fissures les plus profondes. Il y a quelque chose que je veux que tu comprennes sur les taux d'intérêt. Si tu as une dette à 15% d'intérêt annuel, rembourser cette dette te rapporte l'équivalent d'un placement à 15% garanti, sans risque, sans volatilité. Il n'existe pas un seul investissement légal et sûr qui garantisse 15% de rendement. Rembourser une dette à taux élevé, c'est investir à un rendement exceptionnel. Alors avant de placer quoi que ce soit en bourse, avant d'acheter quoi que ce soit, regarde tes dettes, additionne leurs taux et traite leur remboursement comme l'investissement le plus rentable de ta vie. Parce que c'est exactement ce que c'est. Étape 4. Construire un matelas de sécurité. 1 an après avoir commencé, Thomas avait éteint ses dettes et il épargnait 400 € par mois. Il avait envie d'investir. Il voulait acheter des actions. Il voulait voir son argent travailler. Il voulait accélérer. Et là, quelqu'un lui a donné un conseil qui l'a sauvé. Son père, un homme qui avait travaillé 40 ans comme garagiste, sans jamais gagner beaucoup, mais sans jamais avoir manqué de rien, lui a dit une chose simple. Avant de faire grandir ton argent, assure-toi qu'une mauvaise surprise ne peut pas tout te faire perdre. Son père lui parlait d'un coussin de sécurité, une réserve d'urgence. L'idée est simple. La vie réserve des surprises. Ton voiture tombe en panne, tu perds ton emploi, tu tombes malade. Ton chauffe-eau lâche en janvier. Ces événements ne se demandent pas si c'est le bon moment. Ils arrivent quand ils arrivent. Et si tu n'as pas de réserve quand ils arrivent, tu as 2 options. Tu plonges dans ton épargne investie, ce qui peut te forcer à vendre au mauvais moment. Ou tu retournes vers le crédit, ce qui te remet dans la case départ avec de nouvelles dettes toxiques. Dans les 2 cas, tu fais un pas en arrière au moment précis où tu essayais d'avancer. La réserve d'urgence est ce qui rend tout le reste possible. Combien ? Les professionnels s'accordent généralement sur 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Pas de revenus, de dépenses. Loyer, nourriture, factures, transport. Le strict nécessaire pour tenir si tout s'arrêtait demain. Pour Thomas, c'était environ 4 800 €. Il a arrêté de rembourser ses dettes le temps de constituer ce matelas. Il a mis ses remboursements en pause, au minimum requis, et il a dirigé toute son épargne vers ce coussin pendant quelques mois. Puis, une fois le coussin rempli, il l'a mis dans un compte que tu ne touches que dans les vraies urgences. Pas une envie, pas une bonne affaire, une vraie urgence. Et quelque chose d'important s'est passé dans sa tête. Thomas a cessé d'avoir peur. Avant, chaque mois qui approchait de sa fin le rendait anxieux. Il regardait son compte, il calculait, il stressait. Et le stress ouvre les portefeuilles. Quand on est anxieux, on cherche du réconfort. Et le réconfort a souvent un prix. Une commande rapide, un achat impulsif, un petit quelque chose pour se faire du bien. Mais avec 4 800 € de réserve intouchable derrière lui,
Thomas ne stressait plus. Il savait qu'une surprise pouvait arriver. Il savait qu'il pouvait la tenir. Et cette paix, cette tranquillité silencieuse, elle lui coûtait moins en achats impulsifs chaque mois. Le matelas de sécurité ne rapporte rien financièrement, mais il protège tout le reste. C'est l'assurance qui permet à toutes les autres étapes de fonctionner sans qu'une turbulence ne les détruise. Étape 5. Faire travailler son argent. Thomas avait maintenant quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Un peu d'argent qui dormait. Pas beaucoup, mais de l'argent qui ne servait à rien, qui attendait, qui perdait de la valeur en fait, parce que l'inflation rongeait silencieusement chaque euro qui restait immobile. Et là, il a compris quelque chose de fondamental. L'argent est comme un employé. Si tu le laisses assis dans ton compte courant, il ne fait rien. Il attend. Et pendant qu'il attend, il perd du pouvoir d'achat. Chaque année, l'inflation lui mange un petit morceau. Mais si tu le mets au travail, si tu l'envoies dans le bon endroit, il génère d'autres euros. Et ces euros à leur tour en génèrent d'autres. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et les intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde, selon une phrase qu'on attribue à Einstein, vraie ou non, elle dit quelque chose de vrai sur la mécanique de la richesse. Albert Einstein aurait dit que celui qui comprend les intérêts composés les gagne. Celui qui ne les comprend pas les paye. Voilà ce que Thomas a fait. Il a commencé par le plus simple. Un plan d'épargne en actions, des ETF, des fonds indiciels qui suivent la performance des plus grandes entreprises du monde. Pas besoin de choisir des actions individuelles. Pas besoin de suivre la bourse tous les jours. Juste un virement mensuel automatique vers ce portefeuille. 100 € par mois au début, puis 200, puis davantage quand ses revenus ont augmenté. Il appliquait une règle simple, ne jamais regarder son portefeuille dans les périodes de crise. Parce que la bourse monte et descend. Elle a toujours monté sur le long terme. Toujours. Mais elle descend parfois violemment sur le court terme. Et si tu regardes une baisse de 30% et que tu paniques et que tu vends, tu transformes une perte temporaire en perte réelle. Thomas ne regardait son portefeuille qu'une fois par trimestre. Il versait chaque mois, automatiquement, et il tournait le dos. Il y a un concept que tu dois comprendre. La différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif en retire. Une action qui verse des dividendes, c'est un actif. Un appartement en location, c'est un actif. Une compétence qui te fait gagner plus, c'est un actif. Une voiture que tu utilises pour aller au travail, c'est un passif. Elle coûte de l'assurance, de l'essence, de l'entretien. Elle ne produit rien. Un abonnement que tu n'utilises pas, c'est un passif pur. La richesse se construit en accumulant des actifs et en réduisant les passifs. Pas en gagnant plus. En convertissant ce qu'on gagne en choses qui produisent. Thomas ne pouvait pas décider de son salaire. Il ne pouvait pas décider de l'économie. Mais il pouvait décider comment orienter ses euros. Il pouvait décider d'en envoyer le plus possible vers des actifs plutôt que vers des passifs. Et là, quelque chose a basculé. Pour la première fois de sa vie, Thomas gagnait de l'argent en dormant. Pas beaucoup, quelques dizaines d'euros par mois au début. Mais cet argent qu'il n'avait pas travaillé pour produire, cet argent généré par d'autres euros, il avait un goût différent. Il avait un goût de liberté possible. Étape 6. Multiplier ses sources de revenus. Il y a une limite à ce qu'on peut épargner. Si tu gagnes 2000 € et que tu dépenses 1200, tu épargnes 800. Tu ne peux pas épargner plus que ce que tu gagnes. Le plafond est là, juste au-dessus de ta tête. Mais il n'y a pas de plafond à ce qu'on peut gagner. Thomas avait appliqué les 4 premières étapes à la perfection. Il épargnait, il investissait, il faisait travailler son argent. Mais à un moment, il a réalisé quelque chose. Si ses revenus ne bougent pas, sa liberté financière arrivera. Mais dans 15 ans, 20 ans peut-être. Et il ne voulait pas attendre 20 ans. Alors il s'est posé une question que peu de gens se posent vraiment. Qu'est-ce que je sais faire que quelqu'un, quelque part, serait prêt à payer ? Pas forcément quelque chose d'extraordinaire, pas un talent rare ou une compétence de génie, juste quelque chose qu'il savait faire mieux que la moyenne et qui avait de la valeur pour quelqu'un d'autre. Thomas était assez doué avec Excel. Dans son entreprise de logistique, il créait des tableaux de bord que ses collègues ne savaient pas faire. Il aidait souvent les gens à automatiser des tâches. Ça lui prenait quelques minutes. Pour les autres, ça aurait pris des heures. Il a décidé de proposer ce service, en dehors de son emploi. Au début, c'est l'un de ses amis entrepreneurs qui l'a payé 150 € pour un tableau de bord simple. Puis cet ami en a parlé à quelqu'un d'autre. Puis ce quelqu'un d'autre en a parlé à un troisième. Après 6 mois, Thomas gagnait en moyenne 400 € supplémentaires par mois en dehors de son emploi. Pas chaque mois exactement. Parfois rien, parfois plus. Mais en moyenne,
400 € qui ne venaient pas de son employeur. Et ces 400 €, conformément aux étapes précédentes, n'ont pas changé son niveau de vie. Ils sont allés directement dans son investissement. Son portefeuille s'est mis à grossir 2 fois plus vite. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur les sources de revenus additionnels. Les gens riches n'ont généralement pas un salaire plus élevé. Ils ont plusieurs sources de revenus. Le riche moyen en a 7, dit une statistique fréquemment citée. 7. Pas pour se fatiguer 7 fois plus, mais parce que chaque source a été construite pour fonctionner en partie seule. Tu n'as pas besoin de 7, tu as besoin de 2. Juste une de plus que celle que tu as. Et cette deuxième source peut venir de partout. De ce que tu sais faire. Excel, la cuisine, la couture, le droit, la comptabilité, la musique, le jardinage, la photographie. Quelque chose que tu sais faire mieux que la plupart des gens. De ce que tu possèdes. Un appartement en location, une voiture que tu loues les week-ends, du matériel que tu prêtes contre rétribution. De ce que tu crées. Un contenu en ligne, un produit numérique, un cours, quelque chose qui se vend une fois mais qui peut se revendre 1000 fois sans que tu travailles 1000 fois. Thomas, lui, a commencé avec Excel. Et quelques années plus tard, il a utilisé ses économies investies pour acheter un petit studio qu'il a mis en location courte durée. 2 sources de revenus. Sa liberté financière est passée d'une perspective à 20 ans à une perspective à 10 ans, puis à 5. Il ne cherchait pas à devenir millionnaire. Il cherchait quelque chose de plus précis, de plus personnel, de plus réel. Il cherchait le point où il n'aurait plus besoin de son salaire pour vivre. Thomas a maintenant 40 ans. Il travaille toujours. Pas parce qu'il le doit, parce qu'il l'a choisi. Il a choisi de continuer parce que son travail lui plaît, que ses collègues lui manqueraient, que le mouvement lui fait du bien. Mais s'il voulait s'arrêter demain, il pourrait. Et c'est là, dans cette possibilité, que réside la vraie richesse. Pas dans les chiffres, pas dans les biens, pas dans ce qu'on peut afficher, dans la liberté de choisir. Thomas ne gagne pas plus que ses amis. Il n'a jamais eu d'héritage. Il n'a jamais gagné à la loterie. Il n'a jamais eu la chance d'une opportunité extraordinaire tombée du ciel. Il a fait 6 choses, dans l'ordre. Il a regardé la vérité en face, sans se mentir et sans se juger. Il s'est payé en premier, avant les factures, avant les envies, avant tout le reste. Il a éteint ses dettes toxiques, une par une, et il a récupéré l'argent qu'il perdait chaque mois en intérêts. Il a construit un matelas de sécurité qui lui a donné la paix et protégé tout le reste. Il a fait travailler son argent, patiemment, régulièrement, sans jamais paniquer. Et il a ajouté une deuxième source de revenus, petite au départ, qui s'est mise à grossir avec le temps. 6 étapes. Aucune ne demande d'être brillant. Aucune ne demande d'être chanceux. Elle demande quelque chose de plus rare, de plus précieux, et de moins romantique que la chance ou le talent. Elle demande de la constance. Voilà ta mission pour les 7 prochains jours. Le premier jour, ouvre tes 3 derniers relevés de compte. Fais le total de ce que tu as dépensé en choses dont tu ne te souviens plus. Le deuxième jour, calcule exactement combien tu dois en dette. Pas approximativement. Exactement. Chaque euro. Chaque taux d'intérêt. Le troisième jour, décide du montant que tu vas te verser à toi-même, même si c'est 100 €, et mets en place le virement automatique. Le quatrième et cinquième jour, calcule le montant de ton matelas de sécurité idéal. 3 mois de dépenses essentielles. Le sixième jour, pose-toi cette question sans la fuir. Qu'est-ce que je sais faire que quelqu'un serait prêt à payer? Et le septième jour, relis ces 6 étapes. Écris dans quel ordre tu vas les appliquer. Ta vie est un registre, un grand livre de comptes. Chaque jour, que tu le veuilles ou non, tu y inscris quelque chose. La question n'est pas si tu inscris. La question est quoi? Est-ce que tu inscris des choses qui t'apportent de la liberté ou des choses qui t'en privent? Souviens-toi des 2 hommes au début de cette vidéo. Même salaire de départ, 2 destins opposés. La différence entre eux ne tenait pas à un coup de chance ou à une opportunité unique. Elle tenait à 6 décisions prises dans le bon ordre, répétées chaque mois pendant des années. Ces décisions sont maintenant devant toi. Dis-moi en commentaire, quelle est l'étape dans laquelle tu te reconnais le plus? L'étape que tu n'as jamais faite, ou celle que tu pensais faire, mais que tu n'as jamais vraiment commencé? Et si cette vidéo t'a donné quelque chose, une idée, un élan, une envie d'agir, clique sur j'aime. Ça m'aide plus que tu ne le crois. Et abonne-toi à la chaîne parce que ce que tu viens de voir n'est que le début. D'autres histoires comme celle de Thomas t'attendent. Des histoires de gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires avec des salaires normaux. Et la prochaine pourrait ressembler à la tienne.